Fresh Morning. Fresh Morning. Ça le fait sur les 104.5 Urban FM, première rubrique de notre émission, l'actualité internationale avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Oui. Alors, on parle de quoi à l'international? L'international, nous repartirons aux États-Unis pour parler de la procédure de destitution de Donald Trump. Alors, bien évidemment, Donald Trump a quitté ses fonctions le 20 janvier dernier, mais la procédure d'empêchement avait été déclenchée le 13 janvier par la présidente de la Chambre des représentants, Madame Nancy Pelosi. Alors, l'objectif, c'est... Nancy Pelosi, c'est sur son bureau que le gars est allé croiser les pieds, non? Exactement, c'est elle. Elle est républicaine ou démocrate? Elle est démocrate. Elle est démocrate. C'est la présidente de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'aux États-Unis, évidemment, le Congrès est divisé en deux. Il y a le Sénat et il y a la Chambre des représentants. Et la Chambre des représentants est largement démocrate. Et donc, Nancy Pelosi, c'est la présidente de la Chambre des représentants. C'est un personnage incontournable de Washington, une femme extrêmement puissante et influente. Et donc, elle a été déjà l'instigatrice, il ne faut pas l'oublier, durant la fin de l'année 2019, de la première procédure d'impeachment. Il ne faut pas l'oublier, lors du coup de fil que Donald Trump avait donné au président Volodymyr Zelensky, le président d'Ukraine, pour lui demander d'enquêter sur le fils de Joe Biden, qui travaille dans une entreprise qui avait des intérêts en Ukraine, et si celui-ci, en échange du paiement d'une subvention de 400 millions de dollars que les États-Unis octroient chaque année à l'Ukraine. Évidemment, là, c'était un délit d'intérêt, c'est-à-dire qu'un président en exercice, donc une personne investie de l'autorité de l'État, usait de son pouvoir pour obtenir des faveurs à titre personnel. Et malheureusement pour les démocrates, cette procédure d'impeachment arrivée au Sénat avait été retoquée, parce qu'il faut savoir que l'impeachment est en 3 parties. Il y a une première partie qui est faite au niveau de la chambre d'accusation, c'est-à-dire au niveau de la chambre des représentants, qui détermine l'accusation portée contre le président et qui lance la procédure. Et puis au Sénat, ça se fait en 2 étapes. Le Sénat vote d'abord dans un premier temps pour voir la recevabilité de l'acte d'accusation envoyé par la Chambre du Sénat. Et ensuite, il y a en quelque sorte un procès qui est fait, on examine en quelque sorte l'accusation, et ensuite un vote est organisé pour déterminer si oui ou non le président doit être destitué. Alors, ce qui est intéressant pour cette deuxième procédure d'impeachment comparée à la première, c'est que lors de la première, le Sénat avait rejeté totalement la procédure, l'acte d'accusation qui venait de la Chambre des représentants, mettant fin brutalement à cette procédure. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que le Sénat a accepté l'acte d'accusation qui est venu de la Chambre des représentants. Donc, ça veut dire qu'il y aura bel et bien, en quelque sorte, un procès pour savoir si oui ou non, évidemment, qui a la tête du Sénat, un démocrate ou un républicain? C'est Mitch McConnell, c'est un républicain. En réalité, ce n'est plus lui. Celui qui a la tête du Sénat maintenant, c'est la vice-présidente Kamala Harris. Elle est démocrate. Elle est démocrate. Il faut savoir qu'il y a la majorité parfaite entre les démocrates et les républicains actuellement au Sénat, 50 sénateurs chacun. Et donc, comme Kamala Harris, en tant que vice-présidente, elle est de facto présidente du Sénat. Et donc, ça fait un 51e sénateur qui penche du côté des démocrates, et ce qui fait qu'actuellement, les démocrates ont la majorité, certes simple, mais ils ont quand même la majorité au niveau du Sénat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, évidemment, le Sénat a accepté l'acte d'accusation, et donc il y aura un procès en quelque sorte qui sera organisé le 9 février prochain pour savoir si oui ou non Donald Trump est coupable des actes d'accusation portés contre lui par la Chambre des représentants, à savoir un appel à l'insurrection. Il ne faut pas l'oublier que le 6 janvier 2021, en pleine séance de validation par le Sénat des résultats de l'élection du 3 novembre 2020, Donald Trump avait tenu un discours, avait tenu un meeting au cours duquel il avait tenu un discours où il demandait à ses partisans de marcher vers le Capitole, de mettre fin au vol
organisé contre son élection, parce qu'il faut savoir que Donald Trump n'a jamais admis avoir perdu l'élection. C'est vrai que le jour du 3 novembre, sur les bulletins de vote qui ont été déposés dans les urnes ce jour-là, eh ben, Donald Trump est venu en tête par rapport à Joe Biden. Il faut savoir que Joe Biden a fait le plein, notamment par les votes par correspondance. Il faut savoir qu'en raison de la pandémie du Covid-19, eh ben, beaucoup d'États avaient surtout encouragé les gens à ne pas se déplacer le 3 novembre, mais à pouvoir voter par anticipation, notamment par le biais de la poste. La loi aux États-Unis le permet et des millions d'Américains ont usé de ce mode de ce moyen de vote pour évidemment exprimer leur choix. Et donc, au décompte final, évidemment, c'est Joe Biden qui est arrivé largement en tête avec plus de 7 millions de voix d'écart par rapport à Donald Trump. Et pour Donald Trump, ces voix-là qui sont venues faire pencher la balance du côté de Joe Biden sont tout simplement des voix illégales. Pour lui, le scrutin en lui-même, c'est le scrutin du 3 novembre et que c'est lui qui l'a remporté. Les voix qui ont été déposées avant ou par un autre moyen que celui directement sur les urnes, c'est-à-dire par la poste, sont tout simplement des voix qui sont illégales. Ce sont des voix qui sont truquées. Et donc, pour lui, il considère que Joe Biden n'a pas remporté l'élection. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2016, lorsque Donald Trump a remporté l'élection, eh ben, il a lui aussi eu lui, il avait perdu l'élection si on regarde le panorama. Il avait 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton, mais cela ne l'avait pas empêché de détenir la majorité absolue des grands électeurs. Il avait exactement 362 électeurs, comme exactement Joe Biden, et cela lui avait permis de remporter, d'être désigné vainqueur de l'élection présidentielle de 2016. Or, on est à peu près dans la même configuration, sauf que évidemment, les résultats ne sont pas favorables à Donald Trump, et c'est la raison pour laquelle il n'avait cessé de scander, appeler au vol de sa victoire. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que, et là c'est particulièrement intéressant par rapport à la première procédure d'impeachment, c'est que le 9 février prochain, eh ben, les sénateurs vont se pencher sur l'acte d'accusation, ils vont l'analyser, et donc il va y avoir un vote. Cette fois-ci, il faut une majorité de 2 tiers, donc c'est-à-dire qu'il ne faudrait que aux démocrates, il faudrait en fait plutôt que 17 sénateurs républicains acceptent de voter en faveur de la procédure d'impeachment. Dans le cadre de la première procédure, c'était quasiment impossible puisque Donald Trump tenait d'une main de fer le Sénat. Là, cette fois-ci, c'est différent dans la mesure où il y a eu déjà de nombreux sénateurs qui, depuis le 6 janvier, même s'ils étaient des fervents supporters de Donald Trump, qui ont déjà penché leur balance de l'autre côté. On pense par exemple à Mitch McConnell, le président le président des Républicains du Sénat qui, dans la première procédure d'impeachment, avait pesé de tout son poids pour que celle-ci soit balayée lorsque l'acte d'accusation était arrivé. Cette fois-ci, il a voté en faveur de l'impeachment et il dit maintenant que, parce que pour lui, il est clair, il a dit et répété, déjà, à partir du 3 janvier, lorsque le vote avait été, pas du 3 janvier, à partir du 14 décembre, lorsque le vote avait été certifié par les grands électeurs, Mitch McConnell avait déjà pris ses distances avec Donald Trump en indiquant que le peuple avait choisi son nouveau dirigeant et qu'il y avait une nouvelle administration qui allait se mettre en place et qu'il fallait donc se mettre derrière cette nouvelle administration-là. Et cette fois-ci, il a encore été plus dur. Le 8 janvier, 2 jours après l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, il a clairement accusé Donald Trump d'être le responsable de cet assaut-là parce qu'il estime que Donald Trump, par ses propos, a incité des citoyens américains à prendre d'assaut le Capitole. Et donc, il a voté en faveur en faveur de la mise en accusation au niveau du Sénat. Maintenant, il est clair que d'autres sénateurs comme Mitt Romney, qu'on n'entendait pas beaucoup, qui était l'un des fervents opposants à Donald Trump parmi les républicains, lui, il a clairement dit qu'il va voter pour la procédure de destitution. L'objectif ici, puisque Donald Trump a déjà quitté la Maison-Blanche, n'est pas de le faire sortir, il est déjà parti. Néanmoins, il lui reste encore la possibilité en 2024 de pouvoir se représenter. Et donc, l'objectif ici est de pouvoir condamner Donald Trump à ne plus pouvoir
exercer une quelconque fonction au niveau fédéral, et en l'occurrence la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Donc pour les démocrates, il s'agit de mettre un terme purement et simplement à la carrière politique de Donald Trump. Et là, il est clair qu'au regard de la manière dont les choses sont en train de tourner, il est de plus en plus probable que les démocrates puissent obtenir gain de cause. Mais donc, en fait, les États-Unis sont démocrates en ce moment, au Sénat et à la Chambre des Exactement, représentants. exactement. Comment se fait-il qu'elle peut être vice-présidente et puis être présidente du Sénat? C'est possible? Oui, dans la Constitution, le vice-président est de facto président du Sénat. Le vice-président des États-Unis est de facto le président du Sénat. Maintenant, évidemment, il a une influence, certes, au niveau du vote. En l'occurrence, par exemple, là maintenant c'est intéressant puisque par exemple, on a 50 sénateurs républicains et 50 sénateurs démocrates. Donc la voix de la vice-présidente des États-Unis, donc de Kamala Harris actuellement, va être prépondérante puisque c'est elle qui va faire pencher la balance du côté des démocrates lorsqu'il s'agira d'un vote. C'est ce qui permet par exemple à Joe Biden aujourd'hui de pouvoir faire valider sans trop de difficultés les membres de son cabinet. Il ne faut pas oublier par exemple le secrétaire d'État à la Défense, le général à la retraite Lloyd Austin, qui a moins de 7 ans de sortie de l'armée, parce qu'évidemment, pour qu'un ancien militaire puisse accéder au poste de secrétaire d'État à la Défense, il faut une dérogation spéciale parce qu'il lui faut au minimum 7 années après être parti, après avoir quitté l'armée pour occuper une fonction. Pour être considéré comme civil. Pour être considéré comme civil et occuper une fonction au niveau de l'administration fédérale. Alors, Lloyd Austin, pour obtenir cette dérogation, il faut un vote de la part du Sénat. Et il a obtenu ce vote de la part du Sénat parce qu'évidemment, les démocrates sont majoritaires. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est particulièrement avantageux pour Joe Biden, c'est que cela lui a permis rapidement de pouvoir mettre en place son équipe. S'il n'aurait pas eu cette majorité-là au Sénat, je pense que la validation de ces différentes nominations à des postes de ministres serait particulièrement fastidieux et aurait pris plus de temps. Je prends un autre cas, le secrétaire d'État au transport, Pete Buttigieg, qui est homosexuel, qui est clairement homosexuel. Lui aussi, évidemment, en raison des idées purement conservatrices des républicains, je pense que cela aurait pris énormément de temps pour valider cette candidature-là. Alors donc, tu vois qu'il y a un véritable avantage. Il y a beaucoup d'avantages pour Joe Biden aujourd'hui d'avoir à la fois une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Et donc, maintenant, il va falloir négocier notamment le plan de relance économique. Ça va faire l'objet d'âpres discussions entre démocrates et républicains au niveau du Sénat. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que cela va se décider. La Chambre des représentants n'a qu'un rôle au niveau du vote du budget, mais l'utilisation de ce budget-là se décide au niveau du Sénat. Et là, ça va être particulièrement intéressant parce que la majorité simple ne sera pas requise pour que Joe Biden ait la possibilité de mettre en œuvre son plan de relance économique. Il va falloir la majorité de 2 tiers. Donc, il lui faudra au minimum entre 17 et 18 sénateurs républicains. Il faut que minimum 17 ou 18 sénateurs républicains votent en faveur de son plan de relance pour que celui-ci soit applicable. D'accord. Et donc, il va falloir qu'il négocie. C'est vrai que c'est plus intéressant pour lui, c'est moins difficile pour lui d'avoir 17 ou 18 sénateurs qui balancent de leur côté. Il suffira individuellement de leur promettre un certain nombre de choses sur le plan fédéral pour les emmener à pencher de son côté, ou bien il suffit de raviver le clivage de certains sénateurs républicains qui ont été mis un peu de côté par Donald Trump et qui semble avoir retrouvé de la vigueur, d'autant plus que celui-ci a désormais quitté la Maison-Blanche. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, on fait une pause en musique et puis on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.